Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à un autre entretien de ce 42e Salon du Livre de l'Outaouais, édition toute virtuelle. Merci d'être avec nous malgré le fait qu'on puisse pas vous accueillir en personne. On est très heureux de vous savoir à l'écoute, dis-je, par écran interposé. Je m'appelle Hugues Baudouin-Dumouchel. C'est moi qui aurai le plaisir d'animer ce soir cette rencontre avec notre invité d'honneur représentant l'Outaouais, Tania Langlais. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez publié chez Les Herbes Rouges votre 4e recueil Pendant que Perceval tombait. C'est un retour à la publication après un hiatus quand même assez long de 12 ans. Alors, pour ma première question, je vais un petit peu paraphraser votre titre. Qu'est-ce qui se passait pendant que Tania publiait pas? Ben, en fait, Tania a eu un enfant et Tania a décidé de se consacrer à cet enfant-là jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de raison. En fait, je voulais pas qu'il me voie écrire, je voulais pas qu'il sente cette espèce de zone de mélancolie-là chez moi. Et aussi, il faut dire que j'ai délaissé un peu l'écriture pour me consacrer à l'équitation et à l'amour des chevaux. À chaque fois que je publie un livre, je me dis toujours... C'est le dernier, j'écris plus. Et puis, finalement, j'y reviens toujours avec... J'ai continué d'écrire pendant ce temps-là. Là. J'écris toujours à la main dans des carnets. Et donc, ça a continué. Mais disons que ça a été une bonne pause là, de publication, surtout. Non pas d'écriture, mais de publication. Là, finalement, vous êtes revenu. Vous êtes le Dominique Michel de la publication de poésie voilà. dans la région, parce que vous revenez donc avec un 4e recueil. Comme je disais, vous parlez de mélancolie. Vous vouliez pas que votre enfant vous voie dans cet état-là. Ça vous fait cet état-là quand vous écrivez? Quand j'écris, oui. Moi, j'ai une écriture que je considère comme une écriture de la douleur. Donc, je vais dans des zones qui sont plus difficiles, peut-être. Puis, c'est que quand quelqu'un écrit, on sent la distance. Je voulais pas qu'il sente qu'il y avait un monde qui m'appartenait, auquel il n'y avait pas accès du tout. Ça fait que j'ai vraiment concentré mes énergies. Puis comme je dis souvent, je ne pouvais que donner des soins intensifs à une personne à la fois. Il y a un enfant avant qu'elle atteigne l'âge de raison. Puis même après, des fois, oui, on comprend que ça requiert des soins intensifs. Donc, parler de soins intensifs, écrire pour vous, c'est si intense que ça? C'est assez intense. En fait, c'est là d'où ça vient. Hein? C'est une espèce d'urgence. C'est ça. Et puis moi, j'écris sur la base de certaines obsessions qui viennent et qui se répètent et qui s'imposent comme une thématique. Alors, en travaillant ces obsessions-là, ça m'amène dans une zone très intérieure, très particulière. Puis je voulais pas que ça vienne déteindre là, sur mon quotidien, donc avec mon fils. Qu'est-ce que vous obsédez pendant que vous écriviez, pendant que Perceval tombait? En fait, j'ai réalisé récemment que la plupart des mêmes thèmes reviennent dans chacun de mes livres. Puis je m'amuse toujours à dire que mes livres, dans le fond, ce sont des poèmes tristes où tout le monde meurt. Mais en fait, c'est que, oui, donc je dirais qu'il y a l'obsession de la mort. Il y a toujours la présence des chats et la présence de la mer et de la répétition par le fait même. Un peu comme le ressac des vagues. Exactement, exactement. On va revenir aux vagues, justement, mais vous avez dit que c'est assez sombre, vous parlez de la mort. Vous commencez, le premier poème, j'ai écrit une note, là, on ne pourra probablement pas le voir, là, mais j'ai écrit « Ça commence rough ». Oui, c'est ça. Cette histoire n'ira pas bien, on meurt à la fin, piétiné par un cheval, etc., etc. Donc, effectivement, là, ça commence de façon assez dure. Oui, j'avertis le lecteur. Oui, bon, merci. Est-ce que c'était le premier poème que vous avez écrit dans le recueil? Est-ce que l'ordre, parce qu'il y a une certaine chronologie, puis on y reviendra, est-ce que ça a été écrit chronologiquement? Non, pas nécessairement. Moi, je construis ça vraiment comme un casse-tête. Fait que les vers apparaissent, ensuite, je les numérote et je les place par poème, en fait. Et je travaille beaucoup, beaucoup avec la répétition. Donc, c'est apparu à un moment donné pendant le processus, mais quand j'ai eu l'impression de tenir vraiment un livre, là, j'ai su que ça devait être, en fait, une adresse au lecteur au tout début. Donc, vous parlez de vers, et ensuite, donc, quand vous écrivez un poème, par exemple, la plupart des poèmes, pour ceux qui ont lu ou qui vont lire le recueil, ce sont des poèmes très courts, on va dire 6 ou 7 vers, je veux dire en moyenne, des fois plus, des fois moins, c'est à peu près ça. Donc, est-ce que ça arrivait des fois que vous avez pris des vers d'un autre poème, vous avez fait un petit peu de copier-coller comme ça jusque-là? Pas du copier-coller, mais c'est que les vers s'inscrivent dans une même thématique, ce qui fait qu'ils sont interchangeables dans une certaine mesure. Donc, le poème s'inscrit, mais il y a des vers, puis je travaille beaucoup avec la répétition. Donc, on peut interchanger ces vers-là dans différents poèmes puisque je raconte une histoire. Fait que puis je la raconte pas nécessairement en ordre chronologique. Ce qui fait qu'on peut les inverser, on peut travailler beaucoup à ce moment-là avec la répétition. Pour moi, l'aspect formel d'un recueil est vraiment fondamental. C'est très, très important. Et le texte a toujours raison. Donc, le texte doit dépasser l'auteur. Sinon, il y a un problème, là. Mais donc, si vous devez décider quel vers va où, qu'est-ce qui oriente?
votre décision? C'est le plan global, c'est le OK. plan de composition. Alors, je dirais que j'ai une histoire à raconter et je la raconte par fragments et ces fragments-là viennent s'installer dans un ordre qui leur est propre. Et moi, je respecte cet ordre-là et je travaille avec la répétition ensuite, comme pour ramener l'image des vagues, là. On parle des vagues, donc les vagues, parce que votre recueil est inspiré des vagues, le titre de Virginia Woolf, Oui. a été traduit en français par Yourcenar, je pense. Exact. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce roman-là? C'est le souffle de Virginia Woolf, mais avant tout, il y a un parallèle avec les vagues, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était la dernière journée de Virginia Woolf, donc la journée de son suicide. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a porté? Par où elle est passée? Qui l'a vu passer? Quelle lettre de suicide elle a écrite? Donc, c'est ça qui me fascinait. Et dans les vagues, c'est que le personnage central des vagues, c'est Perceval. Ce sont des monologues intérieurs et le seul qui n'a pas de voix et qui meurt et qui tient le livre, c'est Perceval. Alors, Perceval meurt des suites d'une chute à cheval et c'est ça qui m'a amené à travailler à la fois le personnage de Perceval et de Virginia Woolf. Vous avez parlé de cheval, donc la chute de Perceval. Vous me disiez un petit peu plus tôt que vous étiez mis à l'équitation. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que l'équitation est arrivée parce que vous êtes intéressé à Perceval ou c'est plutôt le Non, contraire? c'est plutôt l'inverse. Okay. C'est plutôt l'inverse. Oui, moi, je suis tombée en amour avec un cheval qui était Vaut mieux à que vendre. de tomber du cheval. Oui, exactement. Ceci étant dit, je suis tombée à cheval assez souvent aussi. Ça arrive à tout le monde, je pense. Assez épeurant. Et donc, je suis tombée en amour avec un cheval qui était à vendre. Et ne connaissant rien de l'équitation, j'ai décidé d'acheter le cheval à ce moment-là. Et je suis revenue à la maison, j'ai dit à mon conjoint, bon, ben j'ai acheté un cheval. Alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Et donc, j'ai pris des cours, je me suis occupée de ce cheval-là et c'était mon compagnon, mon psy, j'ai un rapport très, très, très particulier avec les chevaux. Une fois qu'on entre dans le monde de l'équitation entre en nous et ça devient une passion qui devient très intrinsèque là, à notre vision du monde aussi. Alors, c'est le cheval qui est apparu avant Perceval, mais je dirais à peu près au même moment parce que j'avais eu une bourse du Conseil des arts pour écrire un projet à ce moment-là qui s'appelait La mort de Perceval. Donc, tout ça est arrivé un petit peu en même temps, mais je dirais que le cheval a précédé un peu l'obsession du personnage de Perceval. Puis ensuite, vous êtes donc plongé, sans jeu de mots, dans Virginia Woolf. Oui. Donc, vous parliez du souffle de Virginia Woolf, vous parliez de sa prose qui est très poétique aussi. J'imagine que ce qui est venu vous chercher, c'est justement une romancière, mais qui écrit avec une prose très poétique. Ça veut venir vous chercher, vous, la poète? Tout à fait. La prose de Virginia Woolf, sa poésie, ses critiques, son journal, tout de Virginia Woolf, sa vie, sa vision très féministe et d'avant-garde. Ça a été pour moi fondamental dans mon parcours d'écrivaine, dans mon parcours de lectrice. Et par exemple, ce qui m'a fascinée, c'était vraiment pour ça sa dernière journée. Donc, on est plutôt de l'ordre de la biographie à ce moment-là. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a laissé derrière? Parce qu'effectivement, elle est morte suicidée. Oui. Avec des, si je me souviens, des roches dans les poches de son manteau. De son manteau. Oui. T'en allais dans l'eau, tout simplement. Oui. Peut-être annonciateur, effectivement. Donc, Les Vagues, c'est quand même aussi un roman qui est mis sur un certain piédestal aussi. Tout à fait. Dans toute la littérature de Virginia Woolf. Mais j'essaie de voir aussi comment qu'on fait quand on veut écrire, par exemple, un recueil de poésie qui s'inspire d'une des grandes romancières du 20e siècle. Comment qu'on fait justement pour s'attaquer à ça et arriver à y faire honneur? Ben, il faut y aller avec toute l'humilité du monde. C'est-à-dire que moi, je me suis intéressée à la femme. Je me suis intéressée à la femme malade, la femme bipolaire à l'époque qui a été, pas très bien diagnostiquée parce que bon, ça n'existait pas comme ça à l'époque. Donc, et puis les médecins lui ont prescrit le repos, lui ont prescrit la campagne. Et donc, c'est plutôt le côté de la femme, moi, qui m'a intéressée et comment elle a pu vivre ces derniers moments à ce moment-là. Outre le visage absolument intouchable de Virginia Woolf, il y a cette fragilité-là qui est dans l'écriture de la douleur, qu'elle a elle aussi. Et c'est par là que j'ai réussi à aller la rencontrer, si on veut. Pourquoi la douleur, ça revient toujours? On parlait de mélancolie, de douleur. Pourquoi vous écrivez sur ça? J'ai aucune idée. Les arcs-en-ciel, les licornes. Oui, j'aimerais ça. J'aimerais tellement ça, là. La marquise sortie à 5 heures et vit le soleil. Oui, j'aimerais effectivement ça. Mais pour moi, ma poétique à moi, mon plan de composition à moi, mon monde d'obsession, c'est vraiment une écriture de la douleur. Et à chacun de mes titres,
c'est ce qui relie, en fait, tous mes titres ensemble. Alors, c'est sûr que j'aimerais ça écrire de la joie et l'allégresse. Il y a du doux quand même, il y a du bienveillant, mais ça reste une voix de la douleur. Et pour moi, c'est comme ça que ça vient. On parle beaucoup de Virginia Woolf, mais est-ce qu'il faut l'avoir lu pour bien saisir votre recueil? Non, je crois pas. Non, je crois pas, parce que ça reste l'histoire d'une femme malade, une femme qui écrit des livres, une femme qui décide d'en finir. Alors, je pense que quand on connaît les vagues, quand on connaît Virginia Woolf, ben on a cette espèce de second ou de troisième degré de lecture, mais c'est pas nécessaire. T'sais, à la limite, ça pourrait être anecdotique, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, là. Je comprends que la poésie, quand vous l'écrivez, c'est un petit peu un exutoire? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Puis en même temps, moi, je passe beaucoup de temps à ne pas écrire, à faire semblant que je n'écris pas. Et je m'en porte très bien. Puis comme je vous disais, à chaque fois que j'ai terminé un livre, je me dis toujours, j'écris plus, c'est fini. Puis l'autre question qui se pose, c'est pourquoi publier? Oui. Donc, pourquoi penser que ça vaut la peine d'être publié, que ça vaut la peine d'être lu, d'exister parmi les choses, parmi les objets artistiques de ce monde? Ce sont des questions que je me pose constamment. Je vis toujours avec ce doute-là aussi, mais j'ai de grandes périodes où je n'écris pas aussi et je m'en porte très bien. Donc, quand j'écris, ça vient d'une espèce d'urgence et le livre se construit, mais je n'attends pas le prochain projet là, de façon frénétique, là. Pourquoi l'avoir publié, celui-là, d'abord? Ben, parce que ça faisait 12 ans, puis parce que je sentais que j'avais vraiment un projet, puis que ce projet-là était achevé. Je pense que de tous mes livres, c'est mon livre le plus achevé. Et s'il y en a un qui méritait d'être publié, c'est bien celui-là. J'ai 41 ans. J'ai commencé à publier, j'avais 21 ans. Donc, mon art d'écrire est arrivé à non pas dans le fond, c'est loin d'être achevé, sauf que je sais maintenant ce que je fais beaucoup plus que ce que je savais à l'époque. Une certaine maturité? Oui, je pense que oui. Est-ce qu'il vous arrive d'écrire aussi des poèmes, par exemple, ou d'autres écrits qui ne seront jamais destinés à la publication? Ça se peut très bien. Moi, je coupe beaucoup, hein. J'écris, je corrige énormément, je coupe. J'écris à la main dans des carnets et ensuite, je tape mes textes. Donc, je peux avoir 200 pages de poèmes, puis il va en rester 80. Donc, je coupe tout ce qui, pour moi, n'est pas essentiel ou ce qui n'est pas assez fort, selon moi. Comment on détermine ça? Qu'est-ce qui est pas assez fort? Ben, je trouve le poème moins bon, moins fort, des vers qui sont moins puissants, qui sont pas nécessaires, qui sont plus de l'ordre de la répétition, mais de la redite. Souvent, je vais réécrire ce que j'ai déjà écrit aussi, parce que ça continue de m'obséder. À ce moment-là, je le tasse. Souvent, on a de la difficulté aussi à se concentrer sur un seul livre. C'est comme si on écrivait 3, 4, 5 livres à la fois. Il y a trop de stock dans ce qu'on écrit. Alors, il faut élaguer comme ça et garder l'essentiel du projet. Puis, un recueil de poésie, dans le fond, c'est un projet et une voix. Est-ce que certains de ces poèmes-là, par exemple, qui sont mis de côté, qui pourraient se retrouver dans un autre recueil subséquent, ou ça appartient vraiment au projet? Ça appartient vraiment au projet. Puis si je l'ai coupé, c'est fini. Ah oui, et jugé pas assez fort, il n'est pas assez fort. C'est fini. OK, vous n'êtes pas du genre à vous... ça c'est bon, ça c'est bien tourné, mais c'est pas un bon poème. Mais je vais quand même le garder dans mon tiroir au cas où, non? Non, ben il y a des vers qui pourraient se retrouver éventuellement modifiés, mais non. Puis c'est la même chose aussi avec mon éditeur quand on revoit le livre. Puis si mon éditeur me dit, ben ça, c'est pas ton meilleur vers, ou c'est pas ton meilleur poème, moi, je m'obstine pas. Je lui dis, on le coupe et j'en fais d'autres. Alors, non, j'ai aucune difficulté à laisser tomber des vers ou des poèmes. Parce que j'essaie de comprendre justement votre façon de faire créative. Alors, on a parlé de mélancolie, on a dit que, bon, ça commençait de façon assez dure. On a parlé aussi, bon, du fait que vous écrivez dans un carnet, tout ça. Mais est-ce qu'il y a des moments de la journée ou des moments, je ne sais pas, de l'année où vous trouvez que l'inspiration vous vient mieux, étant donné que vous avez une poésie qui est très particulière et qui s'attache à des thèmes précis? Mais en fait, c'est quand j'ai le temps. C'est quand j'ai du temps un peu pour laisser ça émerger et je vais mettre, par exemple, la même musique sur repeat et je vais travailler de cette façon-là. Donc, c'est quand j'ai assez de temps pour pouvoir sortir mes carnets et commencer à regarder ce que j'ai. Parce que j'accumule et à un moment donné, ça prend un certain recul pour aller voir ce qu'on a,
comme matériel. Et par exemple, taper mes textes. Et là, je m'aperçois que j'ai le début d'un recueil ou j'ai un recueil au complet. Donc, c'est quand j'ai des périodes, c'est assez rare, là, où j'ai des petites vacances ou dans le temps des fêtes, comme celui-là, il s'est closé, comme on dit, dans le temps des fêtes l'année passée, parce que c'est là où j'avais plusieurs jours d'affilée pour pouvoir me plonger dans le projet. Mais il a pris combien de temps, justement, pour l'écriture au complet? Ça a pris des années. En fait, hein? moi, j'ai écrit des notes sur ce recueil-là depuis les 10 dernières années, mais j'ai travaillé ce recueil-là, je vous dirais, sur une période d'à peu près 2 ou 3 mois. OK. Mais donc, ça fait une dizaine d'années que Virginia Woolf vous habite, que les Tout vagues à vous fait. habitent? Ah oui. Tout à fait, oui. Ouais. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas du genre à griffonner 2-3 verres sur le coin de la table pendant que vous préparez le souper ou en attendant l'autobus. Vous avez besoin d'une espèce de, je veux dire, de cocon, de temps, d'espace. Bien, je dirais que j'ai besoin d'un cocon puis d'espace quand c'est le temps de construire le livre. Mais pour griffonner, tu sais, moi, j'ai de la misère avec la table de travail. J'ai toujours eu une table de travail, mais je m'assois pas à la table de travail pour écrire. Ça me bloque, j'y arrive pas. Ça fait que mon chum peut être en train d'écouter le hockey, puis là, je vais griffonner des vers. Mais quand vient le temps de construire le recueil, là, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'une musique qui revient sans cesse. Et c'est là où ça peut se déployer, dans le fond. Qu'est-ce que vous écoutiez pendant que vous travailliez à ce recueil? Alexandra Strelitzky, beaucoup. Et la trame sonore de Big Little Lies, que j'ai beaucoup aimé de Jean-Marc Vallée. Et demandez-moi pas pourquoi, mais c'était ça à ce moment-là. Et je mets ça sur repeat et ça joue, ça peut jouer pendant des heures et des heures. Je l'entends plus à un moment donné. Comme les proverbiales vagues qui reviennent, le ressac tout le temps? Tout à fait. Donc, cette répétition-là, c'est important, j'ai l'impression. C'est fondamental. C'est fondamental dans tout ce que j'ai fait aussi. Oui. Bon, vous avez évoqué votre âge un petit peu plus tôt, donc on va l'évoquer en entrevue. Je sais qu'il y a des entrevues où on évoque l'âge ces jours-ci, dans les médias, par exemple, et puis bon, ça fait sursauter certaines personnes. Mais parce que vous en avez parlé, je vais me permettre de parler de votre âge, parce que vous avez dit que ça fait 20 ans que vous avez commencé à publier de la poésie. Je fais un calcul rapide, vous aviez à peu près 20-21 ans lorsque votre premier recueil est paru. Exact. Et vous avez été couronné du prix Émile Nelligan, qui est qui est un des prix les plus prestigieux qu'on puisse recevoir. Vous l'avez reçu pour votre premier recueil publié. Oui. C'est bien ça. À l'âge de 21 ans, quand même. Oui. Et vous avez dit, je vous cite, « Porter quelqu'un au nu avec son premier recueil, c'est l'enfoncer complètement. » Oui. Pourquoi? Ben c'est difficile parce qu'on arrive avec un premier livre, personne nous connaît, on est connu de personne. Moi, j'avais pas publié en revue non plus. Et là, on vous encense, on vous met dans toutes les anthologies. Moi, je me suis ramassée dans l'histoire de la littérature avec mon âge, 1979, un espace vide, fermer la parenthèse. J'ai été finaliste aussi à de nombreux prix avec ce recueil-là. J'en ai gagné d'autres aussi. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour le deuxième? Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Alors, c'est moi, après ce premier recueil-là, il y a eu une période très, très, très sombre pour moi. Ça m'a pris 4 ans avant d'arriver avec un deuxième livre et ensuite encore 4 ans pour arriver avec le troisième. Je pense que ça m'a sauvé beaucoup parce que le danger, c'est de reproduire la même chose ou de croire que ce qu'on a fait est génial, alors que moi, j'avais aucune idée de ce que j'avais fait. J'avais aucune idée si c'était bon ou si c'était pas bon. Et de porter quelqu'un au nu, ben pour moi, c'est sûr qu'il y a plein de monde qui dirait, ben voyons donc, tu sais, on aimerait ça, nous autres, être à ta place. Puis, sauf que le livre soit porté au nu ou qu'il passe dans le beurre, l'effet est très difficile pour l'auteur après parce que tu as 21 ans, c'est la première fois que tu prends la parole, puis là, on te consacre écrivaine dans les anthologies le partout. Prix Émile Nelligan, qui lui aussi avait écrit très jeune, on le sait. Le prix Émile Nelligan, moi, j'étais au bac, puis mon livre était enseigné au bac. Ah, wow. Fait que là, ça devait être quelque chose. Ça. Oui, donc. Vous deviez avoir des bonnes notes? C'est-tu dans le même Non, il y a des chargés de cours qui avaient été refusés à ma maison d'édition. Alors, c'est ça. Donc, pour moi, ça a été très difficile. Pour moi, là, ça dépend des gens. J'imagine qu'il y a des gens, puis à l'autre côté, il y a des gens qui auraient pu s'enfler la tête puis dire c'est génial ce que je fais, puis l'année d'après produire un autre recueil. Moi, ça m'a pris 4 ans, ça m'a pris une dépression majeure, puis on s'en est sorti après ça. Mais pour moi, ça a été très difficile. Je m'attendais pas à ça du tout. Sentiez-vous une certaine pression? Énorme, énorme. Même si c'est un petit milieu, mais la pression était énorme. Ouais. Oui. Mais là, ce 4e recueil, j'ai lu différentes critiques, différents écrits à son sujet, était très, très bien reçu. Oui. C'est encourageant pour vous après 12 ans? Très encourageant après 12 ans. Puis là, j'ai l'impression de pouvoir plus embrasser cette espèce de reconnaissance-là par mes pairs et par l'institution littéraire aussi. Donc, quand j'ai des commentaires d'autrices ou d'auteurs que je respecte énormément, qui m'écrivent en privé pour me dire que mon livre leur a plu, puis tout ça, ben ça, maintenant, je peux le prendre.
je peux l'accepter. Et ce recueil-là est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus pensé que ce que j'ai pu faire à 21 ans, alors que j'arrivais vraiment de nulle part. Là. C'est pas que j'arrive plus de nulle part, là, mais c'est que justement, il y a une maturité qui s'est installée. Puis ça fait en sorte que maintenant, je peux prendre cette reconnaissance-là, puis en voir le positif et non pas simplement avoir la pression qui vient avec ça. Oui, effectivement. On va parler des titres. C'est intéressant parce que vous avez un moment, en fait, c'est divisé en 4 sections, si je me souviens bien. Oui. Et la dernière s'intitule « Tu recommençais à trouver de bons titres ». Qu'est-ce que vous entendez par là? Bien, c'est comme dire c'est de valeur parce que là, tu t'es morte, mais tu recommençais à trouver des bons titres. Et il y a le jeu là-dedans, il y a le jeu de Virginia Woolf, mais il y a mon jeu à moi aussi. Donc, comme tout l'aspect qui revient souvent, qui est « je n'arrive plus à écrire proprement ». Et ça, c'est un calque de l'anglais voulu parce que dans sa lettre de suicide, elle disait « I can't even write properly ». Ah oui. Qu'elle écrivait à son mari. Et pourquoi? Exactement, elle n'y arrivait plus. Et donc, pour moi, c'est dire un peu comme de dire, ben c'est dommage parce que là, tu vois, tu arrivais même à retrouver de bons titres. Et quand on trouve de bons titres, pour moi, ça veut dire qu'on a un livre parce que ah oui. mes titres, c'est toujours des vers. Et à un moment donné, quand ton livre est complet, il y a un vers qui va sortir de ce livre-là, qui va s'imposer comme venant, en fait, chapeauter le projet au complet. Alors, pour moi, c'est très symbolique, le titre. Le titre veut dire qu'on a réussi un projet. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a une question du public. On avait un concours permettant aux gens de poser une question à nos invités d'honneur et celle qui a été retenue, c'est la question de Michel Bourgon qui dit donc « Comment trouvez-vous les titres de vos recueils? » Vous l'avez évoqué en partie, c'est un vers. Mais comment vous choisissez le vers? Ça s'impose et ça a été comme ça pour tous mes livres. Tous mes livres, les titres sont des vers. C'est d'abord apparu comme un vers et à un moment donné, parce que j'ai un titre de travail, évidemment, dans ce cas-là, c'était La mort de Perceval. Je savais que mon titre final ne serait pas La mort de Perceval. Et il y a des vers qui viennent s'imposer comme titre de section et comme titre du recueil. Donc, qui viennent chapeauter. Et pour celui-là, ben, pendant que Perceval tombait, ça fonctionne avec les 4 titres de section aussi. Donc, pendant que Perceval tombait, tu jouais une berceuse de Brahms. Pendant que Perceval tombait, tu ne plaisantais pas avec les mouettes. Pendant que Perceval tombait, tu recommençais à trouver de bons titres. Alors, il y a un lien avec l'ensemble du recueil. C'est intéressant, ça. Je suis contente. Je l'avais pas remarqué, justement, en le lisant. Est-ce qu'il y a des poèmes en particulier dont vous êtes le plus fier dans ce recueil-là? Je dirais pas qu'il y a des poèmes en particulier parce que c'est un casse-tête. Donc, je suis assez fière de l'ensemble, mais fière dans le sens où pas je suis fière de moi. Ils sont indissociables en quelque part. Oui, exactement. Ils sont sur des pages différentes, mais... C'est des fragments et chaque morceau répond à un autre morceau et est inséparable d'un autre aussi. Donc, je dirais que je suis satisfaite, pas fière, mais satisfaite du résultat d'ensemble de ce casse-tête-là. Ben, on sent que de tous vos recueils, enfin, je ne peux pas parler pour le deuxième, le troisième, on a surtout parlé de celui-ci et du premier, mais vous l'avez dit, celui qui est le plus achevé, celui dont vous êtes le plus fier, justement. Oui. Est-ce que ça vous motive? Avez-vous déjà commencé à songer à un 5e recueil? Pas encore, parce qu'un livre, quand il paraît, on l'accompagne, on le prend par la main, puis on l'accompagne pendant à peu près 1 an. Hein? On fait la tournée, un peu d'articles ici et là. Il y a du livre. Oui, par exemple. Donc, on l'accompagne pendant 1 an, puis moi, j'ai toujours... L'obsession n'est pas partie parce que je l'ai publié. Ce qui fait que j'écris encore, mais j'écris la même chose. J'écris des poèmes qui auraient pu se retrouver dans ce recueil-là. Donc, les vagues de Woolf vous habitent encore? M'habitent encore, tout à fait. Et ça va prendre un certain temps avant que je puisse passer à un autre projet. En ce moment, je suis fascinée par une figure de la poésie russe qui est Marina Tsvetaeva, une autre suicidée, et je lis beaucoup sur elle. Je lis beaucoup sur elle, mais encore une fois, c'est l'image de la femme poète, de la femme autrice qui s'est suicidée. Donc, j'ai encore la même obsession. Ça veut pas dire que ça va être ça mon prochain. J'espère que non. J'espère que je vais pouvoir me renouveler. Mais je suis pas sortie encore de ça. Mais qu'est-ce qui vous, en fait, je vous inspire, je sais pas, mais qu'est-ce qui va vous chercher chez elle? Ça me fascine. Ça me fascine, cette espèce de parcours. Tragique? Oui, les destins tragiques, et que ce soit Marina Tsvetaeva, Sylvia Plath, on en a parlé, Nelly Arcan au Québec, que ce soit Virginia Woolf, il y en a beaucoup, hein, Huguette Gaulin, ce sont il y a quelque chose là-dedans qui vient me chercher et qui me fascine. C'est probablement ma propre négociation
avec la douleur, ma propre négociation avec la mort aussi. Et c'est comme ça que ça s'inscrit. Donc, j'ai une grande, grande fascination pour les autrices au destin tragique, les auteurs aussi, là, les hommes aussi, il y en a énormément. Puis quand on s'intéresse à la littérature et à la poésie, on s'aperçoit qu'il y en a une sacrée gang de suicidés, là. Oui, c'est vrai. Hein. Mais vous parlez de poésie, vous parlez de littérature. Là, votre exutoire, parce qu'on a parlé d'exutoire un petit peu plus tôt, c'est la poésie. Peut-être une façon de conjurer le sort, je ne sais pas. Est-ce que vous envisageriez de le conjurer par un autre médium? La littérature, par exemple, la nouvelle? J'aimerais ça, j'aimerais beaucoup ça. Puis ma poésie est très narrative, mais pour moi, j'admire énormément les romanciers, les auteurs de récits. Peut-être qu'un jour, j'y arriverai, mais pour l'instant, quand ça sort avec tout le silence que ça implique, un poème. Donc, pour moi, ça sort en vers. Ça sort pas en récit. J'arrive pas à... j'ai publié un peu ou par exemple, pour ma maîtrise, ça, j'ai travaillé l'essai, puis ça allait, sauf que ma force au niveau de l'écriture est vraiment dans le poème. Et quand j'écris en vers. Ouais. Donc, si un jour vous écriviez un roman, on pourrait envisager une prose poétique à la Virginia Woolf, par exemple, pour ne pas la nommer, ou d'autres. Oh, ce serait formidable. Moi, si j'avais eu un livre à écrire, ça aurait été Les Fous de bassin. Ah oui, Anne Hébert, oui. Anne Hébert, pour moi, c'est parce que c'est très rare aussi les auteurs, les autrices qui arrivent à faire de la poésie et du roman et qui sont bons dans les deux. Souvent, les gens, ça fonctionne pas d'un côté ou de l'autre. Et les romanciers envient beaucoup les poètes et les poètes envient beaucoup les romanciers aussi. Donc, pour moi, c'est le livre absolu, là. C'est intéressant que vous nommiez Anne Hébert parce qu'en lisant Virginia Woolf, j'ai pensé à Anne Hébert, je pensais à Marie-Claire Blais aussi. Tout à fait. Pour ce monologue intérieur-là. Tania Langlais, merci beaucoup. C'est une très belle rencontre. Bon salon du livre. Merci infiniment, Hugues. Ça me fait plaisir. Et puis, merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que toutes les informations pour vous procurer le recueil de Tania Langlais, c'est à l'écran, c'est disponible, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, restez des nôtres parce qu'il y a encore quelques activités ce soir au Salon du livre de l'Outaouais. Et moi-même, à 20h, ici même, je rencontrerai virtuellement par écran interposé l'auteur Gilles Sabourin. À plus tard.